Maurice Barrès est un auteur oublié de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Contemporain de Bloom, de Gambetta, il a notamment été très influent dans les cercles nationalistes de la fin du XIXe siècle et il a également été un peu mis de côté en raison de ses positions anti-Dreyfusard qui l'ont diabolisé alors que nous avons tout un héritage de sa pensée et encore certains politiques utilisent cette référence malgré tout controversée de nos jours. Par exemple, Nicolas Sarkozy, dans son discours sur l'identité nationale, le citait encore en 2007. Dans ce roman des Déracinés, qui lui ne comporte pas spécialement d'antisémitisme ou autre débordement contestable, on y suit l'histoire de 7 jeunes Lorrains du lycée aux études. Le roman débute par la description du professeur de philosophie Michel Bouteiller, qui est donc le précepteur de ces jeunes Lorrains et qui les a formés. Et au lycée, en fait, ces jeunes Lorrains sont complètement absorbés par la pensée de Bouteiller parce que c'est le seul enseignement qu'ils ont eu. Mais ils vont ensuite le remettre partiellement en cause au fur et à mesure de l'histoire. Ce Michel Bouteiller, c'est un défense, donc c'est un fervent républicain, laïcard, républicain, et c'est un défenseur de la morale kantienne. Il détache nos 7 Lorrains de leurs racines vers une morale universelle, non incarnée par les corps, mais seulement par l'esprit. Ce qui doit être fait est fait parce que c'est moral, et c'est tout. C'est donc un protégé de Gambetta, et il doit partir sur Paris pour une promotion. C'est un fervent défenseur de laïcité, de république et de science. Barrès est critique envers la morale absolue de Bouteiller. Alors voici un peu ce qui peut résumer ce que Bouteiller pense par une citation. Il appartient à la France et non à la patrie restreinte, à l'humanité tout entière et à la raison. Il en a oublié que chaque individu est constitué par des réalités qu'il n'y a pas à contredire, vérités différentes suivant le milieu, que mon action serve de règle universelle. Bouteiller prédit ensuite l'avenir de chacun des élèves dans des corporations. Alors il leur promet tous un avenir radieux et plein de réussite. Certains dans le journalisme, dans le droit, et il leur promet de se revoir sur Paris. Les lycéens quittent donc la Lorraine pour Paris. Donc nous avons par exemple Sturel, l'alter ego de Barrès, qui est placé dans une pension de Madame Allison, une Lorraine. Les étudiants arrivent pleins d'espoir et de projets à Paris. Ils se fréquentent au bar et Barrès note une certaine décadence. Aucune jouissance, mais ils sont conformés dans des bars douteux, c'est la corruption morale. Le point d'orgue de ce déracinement est leur rejet de la Lorraine. Avec une citation de Barrès qui résume ironiquement le tout, on se demande où mènent les fastidieuses études qu'on impose à la jeune bourgeoisie. Elles mènent au café. C'est la naissance d'un prolétariat de bacheliers, une idée très actuelle et reprise par exemple aujourd'hui par Mélenchon qui qualifie une partie de son électorat de tiers-état intellectuel. Ce sont les diplômés déclassés. Barrès est critique envers ces diplômés car c'est l'arrivée de multiples provinciaux à Paris pour étudier malgré le faible nombre de débouchés et d'aides accordées. Ceci va créer toute une classe explosive, propice à des mouvements sociaux contre le gouvernement ou la société. Sturel va dans sa pension tomber amoureux brièvement d'une orientale en visite à Paris, une fille de diplomate. Il est happé par la culture étrangère dont il est ensorcelé, du fait des leçons de Bouteiller. Leur histoire sera brève et intense. Ils étudient à travers la misère et la distraction. Ils se voient l'opportunité d'écrire dans un journal. C'est un journal opportuniste. Et ce journal est en fait un faiseur d'intrigues qui veut seulement faire son profit. Il en va à
les journalistes s'en remettent à la figure de Monsieur Ten, donc c'est Maurice Romerspacher, avec une des scènes, un des chapitres les plus célèbres du roman, le chapitre de l'arbre de Monsieur Ten. Donc Romerspacher va écrire un article sur Monsieur Ten dans le journal, et Monsieur Ten va lui donner rendez-vous. Donc, qui a lu cet article, donc c'est un homme qui a vraiment existé, Monsieur Ten, un écrivain. Ten va illustrer sa thèse par cet arbre enraciné en 3 mots: la race, le moment, le milieu, dont nous analyserons ce passage par la suite, dans la critique. Les étudiants vont ensuite se réunir au tombeau de Napoléon, c'est le deuxième passage célèbre. C'est la transfiguration, l'appel aux morts pour déterminer un projet. Ça débouche sur une seule idée, écrire leur propre journal avec la rente de Racado. Ce journal s'appellera La Vraie République. S'ensuit toute une critique des intrigues politiciennes et financières. Bouteiller est de son côté invité à une réunion politicienne avec un baron qui finance la politique. Barrès est très méfiant envers les politiciens de son époque, étroitement liés aux financiers et aux médias. Bouteiller est finalement repris par sa propre doctrine, puisqu'il sera finalement exclu à la fin du livre de Paris et élu député de Lorraine. Les étudiants donc vont rendre visite à Bouteiller. Bouteiller reproche aux jeunes de ne servir aucune opinion, de ne pas se dévouer à des forces déjà en présence, comme le gambettisme, et en fait il va les éconduire de chez lui, il va les laisser tomber. Malgré la misère de certains, il va laisser tomber tout le monde. Sur ce revers, ils tentent d'inculquer un message à leur journal, une religion nouvelle qu'ils vont résumer patriotes, dictatoriaux, encyclopédistes. Ils fondent leur journal La Vraie République. Toute la recherche de financement montre bien la dépendance de l'information au système financier. De leur côté, Mouchefin et Ragado deviennent pauvres et ils en vont jusqu'à tuer pour voler. Donc c'est complètement la critique de ce qui arrive à des êtres qui sont déracinés et qui sortent de leur province pour aller à Paris. Selon Barrès, les plus fragiles en tout cas, finiraient dans la pauvreté, dans la misère et voire même dans la criminalité dans les cas extrêmes. Donc finalement nous avons certains aussi lorrains qui s'en sortent parce que en fait ils vont revenir dans leur province ou alors ils vont être complètement en fait c'était les plus riches à la base et ils vont quand même réussir à se confondre dans l'élite parisienne. Et au final nous avons quand même Bouteiller qui va se faire élire député de Lorraine, mais quand même en Lorraine, car il sera finalement sali par le scandale du Panama, malgré tout son enseignement kantien sur la morale. Alors les thèmes abordés, principalement, c'est la critique de la morale de Kant, en fait, dans cet ouvrage, la critique de la morale universaliste. Face au réalisme donc de Barrès, mais également de Monsieur Tin dans l'idéologie et montré dans son chapitre. Alors Kant, tout d'abord, défend lui l'idée d'une raison pure, universelle. Bouteiller en est un adepte, et c'est cette phrase qui décrit toute son idéologie. Je dois agir de telle sorte que je puisse vouloir que mon action serve de règle universelle. Les grands principes, les grandes idées doivent prévaloir sur la réalité, sur le pragmatisme. C'est étonnamment d'actualité avec les fameux droits de l'homme avec un grand D majuscule et un grand H majuscule, dont la gauche d'aujourd'hui n'en démord pas malgré des cas où le pragmatisme et le bon sens primeraient. C'est une remise en question également du principe universel, unique de cette morale. La morale, c'est agir pour le bien avec un B majuscule et il n'y aurait donc qu'un seul bien. Barrès rejette en bloc cette théorie. Romerspacher écrira d'ailleurs dans son article sur Monsieur Tin « Les hommes de siècle en siècle, de pays en pays, conçoivent des morales diverses qui, de par les époques, de par les climats, sont nécessaires et parents justes. La morale n'est donc universelle ni dans l'espace, à cause des coutumes locales, des lois selon les peuples, ni dans le temps, à cause des évolutions.
Bouteiller a fait de ses élèves des citoyens de l'humanité, de la raison pure, qui sont prêts à être dispersés sans but. Il est critiqué par Barès pour administrer ses élèves selon l'État, non pour les élever, non distinctement comme des Lorrains. En effet, ces élèves sont déracinés, c'est-à-dire qu'ils ont de par leur famille, leurs ancêtres, leur terroir, acquis dès la naissance une morale singulière. Nous citons: déraciner ces enfants, les détacher du sol et du groupe social où tout les relie, pour les placer hors de leurs préjugés dans la raison abstraite, comment cela le gênerait-il, donc Bouteiller, lui qui n'a pas de sol, ni de société, ni, pense-t-il, de préjugés. Bouteiller a en effet été dès son enfance repéré par l'État qui l'a pris en charge. Il est devenu boursier de l'État pour rentrer dans les rangs de l'élite administrative. Finalement, être bouteiller, c'est être intransigeant et obsédé par de grands idéaux, tels que la République, l'universel, tout en étant intolérant à ceux qui contestent sa morale. C'est la grande faiblesse de la théorie du grand bien unique. Il faudrait agir selon le bien, sauf que le problème c'est qu'est-ce que le bien, qu'est-ce qui est unique. Est-ce qu'il est unique? S'il est unique, ça veut dire que tout ce qui est autre que ma pensée est à combattre, puisque si ce n'est pas le bien, c'est le mal. C'est là tout le paradoxe de l'idée kantienne. Barès ironise d'ailleurs sur le fait que la morale de Bouteiller est en fait très modulable, selon ses propres intérêts, comme on le voit au fur et à mesure de son avancée en politique, qui se terminera donc par le scandale du Panama. Maintenant revenons sur le déracinement, le titre du livre, et l'arbre de Monsieur Taine. C'est l'épisode le plus mémorable du livre. Monsieur Taine met en déroute Romer Specker, encore influencé par Bouteiller. Nous allons citer un grand passage de cet extrait qui est très, très parlant à lui-même. Combien je l'aime cet arbre. Voyez le grain serré de son tronc, ses nœuds vigoureux. Je ne me lasse pas de l'admirer et de le comprendre. Pendant les mois que je passe à Paris, puisqu'il me faut un but de promenade, c'est lui que j'ai adopté. Par tous les temps, chaque jour, je le visite. Il sera l'ami et le conseiller de mes dernières années. Il me parle de tout ce que j'ai aimé, les roches pyrénéennes, les chênes d'Italie, les peintres vénitiens. Il m'eût réconcilié avec la vie, si les hommes n'ajoutaient pas aux dures nécessités de leurs conditions tant d'allégresse dans la méchanceté. Sentez-vous sa biographie? Je la distingue dans son ensemble puissant et dans chacun de ces détails qui s'engendrent. Cet arbre est l'image expressive d'une belle existence. Il ignore l'immobilité. Sa jeune force créatrice, dès le début, lui fixait sa destinée, et sans cesse elle se meut en lui. Puis-je dire que c'est sa propre force? Non pas, c'est l'éternelle unité, l'éternelle énigme qui se manifeste dans chaque forme. L'arbre, tel les provinciaux, tire son énergie de ses racines, de sa terre. Sa race est tout à fait adaptée à son milieu naturel et à l'époque où il vit. Il vit en symbiose avec son milieu, avec lequel il forme presque une unité physique, un corps cohérent. Chercher à le déraciner, à le transporter, le mènerait immédiatement à sa fin. C'est d'ailleurs ce qui arrive à nos Lorrains, qui finissent pour certains alcooliques, pour d'autres fréquentent des tripots malfamés, et pour le pire, racados et mouchefrins qui finissent criminels et l'un guillotiné. Les faibles ont le pire des sorts. Les seuls à se sauver sont les plus forts qui parviennent à se réenraciner. Et enfin, quelle est l'idée de la nation selon Barès? Alors Barès s'inscrit dans une logique contre-révolutionnaire. Il critique les acquis de la Révolution qui font table rase du passé, des racines nationales et historiques. La Révolution a inculqué au peuple des grands idéaux nouveaux, grandiloquents, rompant totalement théoriques, le fameux bien avec un grand B, les droits de l'homme. Ces principes moraux rompent brutalement avec la tradition. À cela, Barès et Taine opposent la lente maturation du peuple reposant sur l'expérience passée. Dans un chapitre, Barès va reprocher à la France d'être dissociée et décérébrée. La patrie serait, je cite, la somme des natures constituées dans chaque ordre.
à savoir administration, religion, terrien, donc le monde agricole, association, comme les syndicats, et la noblesse mourante. Ces blocs sont antagonistes, et pire que cela, les Lorrains en sont des déserteurs. L'administration les a forgés pour qu'ils la servent au nom de l'humanité. Ils n'intégreront jamais l'une de ces forces de la patrie et agiront dans un but individuel, non patriotique. La doctrine de Bouteiller est bien résumée dans cette phrase. La France, une collection d'individus, d'idées. Non pas, mais une collection d'idées. La France, c'est l'ensemble des notions de tous nos penseurs républicains. On est français autant qu'on les possède dans l'âme. C'est la disparition du corps de la nation et au final chaque membre, chaque ordre et même chaque individu qui ne constitue plus un corps mais des âmes errant selon un idéal. Au final, la solution va être pour ces jeunes gens d'essayer de se rattacher à la figure du Sauveur, le culte du grand homme, Napoléon ou bien Victor Hugo. Napoléon est décrit dans le chapitre du tombeau de Napoléon comme le professeur d'énergie. Mais en fait, ce sont juste 7 Lorrains qui sont désespérés et qui essayent, ne comprenant pas ce qui leur arrive, c'est-à-dire le déracinement, essayent de se rattacher dans le dernier des ressorts de manière désespérée à la figure du grand homme de Napoléon. Mais la direction n'est pas la bonne. Barrès critique Napoléon car il ne donne pas de tradition et d'enracinement. Ces jeunes ont des passions, des figures romantiques, lyriques pour modèle. Napoléon incarne cela. En revanche, ces Lorrains n'ont pas vaincu leur mal. La figure de Napoléon n'est pas suffisante. Il faut le foyer, la maison, ce que Napoléon a manqué, c'est-à-dire la nation.